Un aéroport, c'est bien évidemment la plaque tournante d'une ville internationale comme Montréal. C'est le lieu de tous les rêves, de toutes les émotions. Mais un aéroport, c'est aussi l'ultime machine à voyager dans le temps. Montréal-Trudeau, ou l'aéroport de Dorval, comme on l'appelle toujours communément, c'est 75 ans d'histoire avec un grand H, mais aussi d'histoire au pluriel. Nos histoires à nous, qui avons, au fil des ans, accueilli des amis arrivés de loin, ou qui sommes partis à la rencontre de l'inconnu et de l'improbable. Nous avons tous et toutes nos souvenirs de voyage. Pour souligner le 75e anniversaire de Montréal-Trudeau, nous allons vous présenter les souvenirs de personnalités qui ont bien voulu voyager dans l'histoire de leur aéroport. Le voyage le plus important à mes yeux, qui a été le plus déstabilisant, et je prenais l'avion pour aller à Washington, D.C. Et dans ma tête à moi, c'était comme... Je me souviens, le premier vol, avoir vraiment la face collée dans le hublot pour voir cet avion qui quittait le sol. Voyager, pour moi, c'est une priorité de ma vie. Et j'aime autant investir dans un voyage que dans un REER. Pour moi, c'est une façon de vivre et c'est primordial dans ma vie. Monsieur Dutoit m'a insisté, il a vraiment insisté pendant 2 ou 3 ans et finalement j'ai dit OK, je viens. Et je me souviens, quand je suis venu à l'aéroport, tout de suite, j'ai senti que Québec était spécial. Il y a des gens qui ne peuvent pas voyager parce que ça les angoisse de voyager. Moi, je vous dirais que si je ne pouvais pas voyager, c'est là que je serais angoissée. Mes parents m'avaient promis que si j'avais eu les bonnes notes dans mon bulletin, je pourrais voler et faire mon baptême de l'air, que j'ai fait dans un avion Viscount. Et j'ai gardé le ticket, d'ailleurs, à la maison, où il est inscrit « Montant du tarif, 2 $. Expo 67, l'été de mes 13 ans. Soudainement, Montréal devenait le centre du monde. Et le monde, c'est par ici qu'il arrivait jusqu'à nous. Presque 50 ans plus tard, le souvenir est toujours bien vivant. Durant l'été où le Canada commémorait son centenaire, Expo 67 nous offrait un voyage formidable à travers ses pavillons représentant plus de 60 pays, avec ses 50 millions de visites en 6 mois. Cette exposition universelle est celle qui a connu le plus grand succès de tous les temps. Les années 60 sont fastes pour l'industrie aéroportuaire. Les voyageurs sont plus nombreux, les vols plus fréquents. À Dorval, on enregistre une hausse du trafic passager d'environ 20 % par année. Dès 1965, c'est plus de 4 millions de voyageurs qui le fréquentent. En 1967, l'aéroport de Montréal devient la porte du monde et on prévoit alors qu'1 million de voyageurs de plus vont y transiter à l'occasion de l'exposition universelle. Dorval n'aura cependant aucun mal à répondre à la demande, puisqu'en 1960 avait été inaugurée la nouvelle aérogare, plus vaste et plus moderne, conçue pour recevoir jusqu'à 10 millions de voyageurs par année. D'avril à octobre 1967, pas moins de 53 chefs d'État fouleront le sol de l'exposition universelle et de l'aéroport de Montréal. L'Expo 67, ce fut surtout la naissance de Montréal, ville internationale, désormais en mesure d'accueillir un flot toujours croissant de visiteurs. Comme tout bon voyage dans le temps, notre randonnée dans l'histoire de Montréal-Trudeau ne s'encombre pas de chronologie. Alors reculons encore un peu plus. Précisément, le 8 septembre 1964. Cette journée-là, c'est le lendemain de la fête du travail, la première journée de classe pour les élèves du Québec. Mais cela n'allait pas empêcher 5000 jeunes de faire l'école buissonnière pour venir ici à la rencontre de leurs idoles. Les admirateurs se pressent sur la galerie de l'aéroport qui surplombe la piste et offre une vue parfaite sur les 4 idoles arrivées à Montréal pour y présenter 2 spectacles, à 16h et à 20h30. Le prix des billets, 4,50 $ et 5,50 $. Au total, 21 000 spectateurs assisteront à ces concerts qui vont marquer l'histoire.
5 ans plus tard, les Beatles se sépareront et la Beatlemania ne sera plus qu'un souvenir, mais un souvenir puissant pour tous les admirateurs. Quand j'étais petite, je voulais aller dans l'espace, je voulais aller dans des avions, je voulais piloter des avions. Alors, je demandais souvent d'aller à l'aéroport. Malheureusement, on ne voyageait pas en avion. Mais un jour, un de mes oncles, j'en ai plusieurs, une vingtaine, est parti quelque part en Europe. Et, toute la famille, on l'a accompagné. Je pense qu'on était 10 voitures. Et puis, on est arrivé à l'aéroport d'Orval et on est allé jusque sur la galerie où on pouvait voir les avions. Et puis, on a vu l'avion. Il montait avec des échelles à ce moment-là, des escaliers. Il est monté à bord, on lui a fait des bye-bye. L'avion est parti, puis il est allé décoller sur une piste. Puis nous, on était là, sur la galerie, dehors, avec le vent dans les cheveux. Puis j'aurais tout donné pour aller avec mon oncle. Donc, à chaque fois qu'il y avait l'opportunité d'aller à l'aéroport pour voir les avions décoller, j'y allais. Non seulement je voulais aller dans un avion, je voulais aller dans une fusée, je voulais monter à bord de tout engin volant depuis que je suis toute petite. Je voulais voler, je voulais piloter, je voulais voler, je voulais m'envoler. À ce jour, j'ai des milliers d'heures dans des avions comme pilote, comme passager. J'ai une centaine d'heures dans l'espace comme astronaute. Et je demande toujours un siège avec un hublot. Parce qu'on ne peut jamais se lasser d'avoir la terre défiler à nos pieds, de voir les paysages, de voir la distance qui est parcourue et d'arriver à destination et d'observer l'endroit où on va atterrir, même si c'est une petite piste dans un endroit désertique ou une rivière avec un hydravion ou une grande métropole, une grande ville quelque part. C'est fascinant. Voler, c'est un privilège que l'humain a toujours voulu faire depuis la nuit des temps et qu'on réalise aujourd'hui et qui est un pur bonheur. Les mesures de sécurité ont été radicalement révisées à la suite d'un événement qui, bien qu'il ne se soit pas déroulé à Montréal, a eu une incidence capitale sur l'aéroport de Dorval, le 11 septembre 2001. Où étiez-vous? Que faisiez-vous ce matin-là? C'est certain que vous vous en souvenez, comme si les attentats perpétrés aux États-Unis avaient cristallisé notre mémoire. James Sherry était alors à la tête d'Aéroport de Montréal depuis à peine 3 mois. Et il se souvient très bien où il était le 11 septembre 2001 à 8h46. Montréal est la hôte à cette journée-là. Elle a été la hôte de la congrès le plus important des aéroports du monde. En fait, il y a plus que 2000 délégués. Les présidents et les vice-présidents des aéroports des 4 coins du monde sont tous à Montréal dans le palais de congrès ce matin-là. Et c'est en fait pendant le speech de M. Collenette, l'ancien ministre des Transports du Canada, qu'il a reçu une note de quelqu'un que, apparemment, et le mot c'est un petit avion, a frappé un des tours du le World Trade Center à New York. Un Boeing 767 d'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. 17 minutes plus tard, un second avion s'encastre dans la tour sud. Et ils ont décidé de mettre sur les grands écrans dans le palais du Congrès CNN Live. À ce point-là, nous avons vu les 2 tours en feu. Et effectivement, le Congrès a terminé ce matin-là. Vous veniez à peine d'être nommé, tout un message de bienvenue. En fait, tu as absolument raison. Je suis retourné chez moi ce soir-là, probablement à peu près 8 heures, puis j'ai dit à la famille, « Ouf, quelle décision que j'ai prise maintenant, là! » Le monde de l'aviation ne sera plus jamais le même. En lançant les avions dont ils avaient pris le contrôle contre des cibles civiles et militaires, les terroristes d'Al-Qaïda ont forcé la transformation radicale des mesures de sécurité dans les aéroports du monde entier, dont Montréal-Trudeau. On se souvient à peine du temps où l'on pouvait transporter n'importe quoi ou presque à bord de l'avion. Nous avons décidé de tester l'efficacité des points de fouille en transportant un revolver et 2 faux bâtons de dynamite. 4 personnes sont préposées à la fouille. La première contrôle les cartes d'embarquement et dépose les bagages à main sur l'appareil à rayon X. La deuxième surveille l'écran.
La troisième fait passer le voyageur sous le portique pour détecter le métal. Et la quatrième fouille à la main si c'est nécessaire. Le revolver aurait dû être visible à l'écran. Quant à la dynamite, il aurait fallu une fouille corporelle pour la détecter. Aucun des employés n'a remarqué quoi que ce soit. C'était bien sûr une autre époque. Les mesures de sécurité à Montréal-Trudeau, comme dans tous les aéroports du monde, ont radicalement changé depuis le 11 septembre 2001. Le resserrement des mesures de sécurité a permis au fil des ans de saisir des objets qui, bien que souvent inoffensifs, n'ont plus leur place dans les bagages de cabine. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis le 11 septembre 2001? Nous avons investi des centaines de millions juste dans cet aéroport, dans la réconfiguration de salle à bagages. Mais tous les protocoles, toutes les procédures, tout l'équipement, le layout, les aéroports sont tous changés. On imagine que ce sont des mesures de sécurité, mais c'est toute la vision même de la conception d'un aéroport qui a changé partout à travers le monde. Avant le 11 septembre, il y a beaucoup plus de commerce avant le point de fouille, par exemple. Les gens sont habitués de prendre leur temps, de manger avec la famille, puis après, passer le point de fouille. Le point de fouille, c'est prendre 2 minutes de toute façon, et d'arriver au vol 2-3 minutes avant le départ. Ça, c'est l'habitude des gens à ce point-là. Depuis la mise en place des mesures additionnelles, c'est clair que ça prend beaucoup plus de temps. Les gens ont pris l'habitude de venir à l'aéroport beaucoup plus tôt, mais de passer le point de vue le plus vite possible. C'est tous les commerces qui sont à l'extérieur de la zone réglementée souffrent. Et c'est toute reconfiguration de tout l'intérieur de l'aéroport, de transférer tous les commerces à l'autre côté du point de fouille. Toutes les choses qui arrivent à l'aéroport, soit dans le camion de provision ou le cargo, tous ces camions-là devraient être inspectés à 100 % aussi. Est-ce que nous sommes une cible difficile? Oui, effectivement. En fait, il faut continuer d'évaluer avec le temps toutes nos méthodes et toutes nos procédures pour adapter à la menace. Il faut être vigilant à 100 %. Mais est-ce que je suis confiant que nous avons les moyens en place d'éviter le plus possible? Oui, effectivement. L'unité canine fait partie intégrante de la sûreté aéroportuaire des aéroports de Montréal. Nous, on est ici principalement pour assurer la protection du public voyageur. Notre mission première est au niveau de la détection des explosifs ici à l'aéroport. On fait beaucoup de fouilles préventives au niveau soit des bagages, du cargo, des aéronefs. La formation n'est jamais terminée avec le chien. Alors, dans nos temps libres, on le passe avec le chien. Alors, j'ai été directeur général de l'IATA de 1992 à 2002. J'avais d'ailleurs proposé assez rapidement qu'on adopte la sécurité aérienne comme étant notre objectif numéro 1, que chaque président de compagnie aérienne s'assure que ça soit aussi sa priorité, et finalement qu'on ait des actions en marche de façon continue et ponctuelle pour diminuer le nombre d'accidents. Le taux d'accident, en fait, durant 10 ans que j'ai dirigé ça, a diminué de moitié, 50 %. Je pense que l'élément déclencheur pour le développement de l'embarquement, ça a été essentiellement l'accident de Sainte-Thérèse. Alors, au moment de l'accident de Sainte-Thérèse, il existait déjà une enregistreuse de vol, petite, qui n'avait pas survécu du tout. Et donc, on n'avait aucune information pour savoir exactement ce qui s'était passé. Alors, à ce moment-là, moi, je travaillais sur une enregistreuse qui devait améliorer l'entretien des appareils. Et j'ai eu l'idée à ce moment-là de reconditionner cet appareil-là pour qu'on s'occupe plutôt des causes des accidents comme tels et de mettre cette enregistreuse-là dans un contenant qui pourrait survivre à un écrasement. Bien, vous savez, j'ai bourlingué longtemps, j'ai passé longtemps dans le domaine de l'aviation commerciale. J'ai été très heureux d'accéder à la présidence d'Air Canada à un moment donné, à la tête de l'IATA à un autre moment donné. Et je pense que l'aéroport de Montréal, on est très fiers parce qu'ils font un excellent travail et la croissance est là. C'est très intéressant de voir que le nombre de vols internationaux augmente, l'achalandage augmente et que l'aéroport fait un excellent travail. Tic-tac-toe passing play. Vassiliev
is going to take a shot. There'll be another penalty on the play. They simply score. Shadrock deflected it into the net. Nous sommes venus pour apprendre, disaient les Soviétiques. Confrontée pour la première fois aux joueurs de la Ligue nationale de hockey, l'équipe nationale de l'URSS a quand même donné des sueurs froides aux Canadiens, qui ont finalement remporté cette série du siècle. Bien entendu, les fans les ont accueillis en véritables héros à leur retour à Montréal, ici même à Dorval, le 1er octobre 1972. Je crois que les joueurs n'oublieront jamais cette expérience. Les athlètes ont été accueillis par une horde de partisans, de journalistes et de politiciens, dont le premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Entre 20 000 et 30 000 personnes étaient venues à l'aéroport spécifiquement pour y apercevoir les joueurs. Et le public n'allait pas être déçu, puisque l'équipe a littéralement paradé autour de l'aérogare sur un camion d'incendie. Pendant les années 60 et 70, les Québécois voyagent plus, les touristes abondent et l'aéroport de Dorval vit intensément, se tournant vers la modernité. La croissance est telle qu'un nouvel aéroport est construit pour recevoir les vols internationaux. L'aéroport international de Montréal-Mirabel entre en service en 1975, à temps pour la tenue des Jeux olympiques de Montréal. L'achalandage sera cependant moindre que prévu et en 1997, les vols internationaux seront à nouveau dirigés vers Montréal-Dorval, qui entreprendra alors son plus ambitieux projet de modernisation. Depuis 2001, nous avons presque doublé le nombre de passagers, mais le nombre de mouvements d'aéronefs, les atterrissages, le décollage, n'a pas bougé. Et la raison, c'est sensiblement le même chiffre. Les avions sont légèrement plus grands, sûrement plus pleins. Et en fait, toute la croissance de passagers, c'est pas causé plus des impacts environnementaux, plus de bruit, plus d'avions. Et c'est pas une tendance unique à Montréal, c'est la même tendance que nous avons vue à travers l'Amérique du Nord. Mes vacances commencent à l'aéroport. Des fois, ma blonde, je dis, bon, mais là, il faut se lever. OK, l'avion est à telle heure, moins 3, moins 6, le temps de se rendre, il faut se lever, mettons à telle heure. Elle dit, là, wow, t'exagères. Même si on n'est pas là 3 heures. Non, c'est important, c'est important. Et moi, je m'emmerde pas. Parce que j'ai le feeling d'être en vacances quand je suis là dans le fil, puis que je donne mes bagages, puis de rencontrer la dame, puis jaser, puis sourire, puis après, enlever mes... J'haïs pas ça, moi. Quand je suis en vacances, évidemment, enlever mes souliers, ma ceinture, puis mettre ça dans le petit bac, puis passer, puis regarder dans mon sac. Puis je suis quasiment content de dire, regardez dedans, regardez, j'ai plein d'affaires dedans, il n'y a rien de dangereux. Et là, je passe les 2 espèces d'affaires, ça sonne pas. Alors, le feeling d'être en vacances, pour moi, le temps passe, puis c'est pas emmerdant du tout. C'est accueillant. Tu te sens bien, tu te sens chez vous. On dirait que c'est comme notre aéroport à nous autres. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, c'est l'arrivée d'une véritable marée humaine à Montréal-Trudeau. Il va sans dire que les jours qui précèdent l'événement sont très importants pour l'aéroport, par où transite une grande proportion des visiteurs. Alors, j'ai un souvenir qui est plutôt triste, qui est le retour au pays de Gilles Villeneuve, malheureusement après sa mort, au Grand Prix de Belgique. Moi, je me rappellerai toujours ce que je faisais, où j'étais. C'était un samedi matin très pluvieux, le 8 mai, quand la radio nous a informés du terrible accident survenu lors des qualifications du Grand Prix de Belgique. Mais d'abord, 3 chirurgiens neurologues tentent actuellement de sauver la vie du coureur Gilles Villeneuve, déclaré cliniquement mort. Il a été transporté d'urgence à la clinique universitaire Saint-Raphaël à Louvain, en Belgique, à la suite d'un accident lors des essais en vue du Grand Prix de Zolder. Les neurologues, qui sont au chevet du coureur depuis déjà 2 heures, se sont contentés de confirmer qu'il souffre de graves lésions cervicales et que ses fonctions vitales sont sérieusement atteintes. Ce n'est que le lundi, donc le 10 mai, qu'un appareil des Forces armées canadiennes, un Boeing 707, avait pris à son bord le cercueil et la famille de proche, Joanne, sa femme, jusqu'à l'arrivée de l'appareil au crépuscule à l'aéroport de Dorval. Et
comme on a voulu rendre un dernier hommage à Gilles Villeneuve, l'avion s'est immobilisé devant la porte 27, 27 étant, bien sûr, le numéro de compétiteur de Gilles Villeneuve. Funérailles qui ont été annoncées, évidemment, des funérailles qui ont été des funérailles civiques. Il y a tous ces fans qui étaient venus, même de l'extérieur. Il n'y avait pas de place à l'intérieur de la petite église où ont eu lieu les funérailles. Un moment triste dans l'histoire de Dorval Trudeau, mais un moment, je dirais, de grand respect et fait avec dignité. Dès qu'on est arrivé de l'île à la mer, ce qui était complètement fou, c'est que, premièrement, ils nous ont présentés dans l'avion. Ils ont dit, mais voici l'équipe olympique qui reviennent. Et là, les gens se sont mis à applaudir vraiment spontanément. Alors, c'était vraiment gênant. D'autant plus que j'avais des pantoufles en Fantex dans les pieds. Et oui, il le sait! Il le sait! Il ira chercher Les gens nous ont présentés dans l'avion, ils ont applaudi. Et ils nous ont demandé de ne pas sortir en même temps que les passagers parce qu'un douanier était pour venir à bord recueillir nos cartes de dédouanement parce qu'on passait par un dédale de corridors qui n'étaient pas les mêmes que les passagers parce qu'on était conduit vers un site d'une conférence de presse où des gens nous attendaient. Et déjà, c'était assez jet-set de se faire accompagner comme ça. Les représentants de l'aéroport nous accompagnaient, nous guidaient à travers ce dédale de corridors-là. Et après, on est arrivé à une immense salle qui était peut-être le hall, peut-être une salle. C'est encore flou dans ma tête tellement que j'étais surpris de l'accueil des gens. Ils étaient des centaines de personnes avec des pancartes soulignant notre retour. C'était vraiment surréaliste comme événement. Et une fois assis, on a eu une conférence de presse où des journalistes nous posaient des questions. Mais après ça, on avait le loisir de s'adresser aux gens. Et après, il y avait une signature d'autographe. dont, pour moi, c'est encore un peu flou parce qu'il y avait trop de monde, trop vite. Et j'étais parti relativement inconnu et je revenais trop connu. C'était un mélange d'émotions à gérer tout ça, mais c'était que de beaux moments. Tous ceux qui pensent que c'est comme dans Top Gun, là, t'as les mains dans les airs, les filles se pitchent sur toi, puis tout ça, c'est tellement pas ça. En dedans, là, on le fait tellement pas pour se sentir supérieur. Et tous les athlètes que je connais qui ont essayé de gagner pour se sentir meilleurs que les autres, n'ont jamais gagné. On réussit à gagner quand on atteint un niveau de le faire vraiment pour soi, en faisant abstraction des autres, parce qu'on peut pas gagner pour les autres. Il y a juste pour soi qu'on peut accepter de souffrir ainsi. Pour se rendre là. Wow. Le 12 janvier 2010, une épreuve sans précédent attendait le peuple du pays le plus pauvre des Amériques. À 16h53 et 10 secondes, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 frappait Haïti, faisant plus de 300 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abri. Dans les semaines suivant le séisme, 126 enfants sont débarqués à Montréal-Trudeau pour rejoindre leurs parents adoptifs. Cette opération humanitaire exceptionnelle a révélé l'efficacité et le dévouement des équipes de Montréal-Trudeau qui ont effectué des quarts de travail de 24 heures afin d'assurer un service impeccable aux ressortissants. Ce fut une expérience humaine marquante dont tous les acteurs se souviendront longtemps. En 1902, le poète français Edmond Haraucourt écrivait « Partir, c'est mourir un peu ». Je ne crois pas que nos voyageurs fréquents soient d'accord avec ce vers fataliste. Ces hommes et ces femmes qui voyagent par affaires chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, ont fait de Montréal-Trudeau leur deuxième maison. Les gens me connaissent tellement maintenant que lorsque j'arrive à Air Canada, la première question, c'est « Où est-ce que vous allez cette semaine, Monsieur Lamarre? »
Et la dame me connaît tellement qu'elle sait comment je prends mon café. Alors, je me sens dorloté. Il faut comprendre que chaque spectacle regroupe environ 150 employés qui voyagent en groupe et c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est très, très rare que je vienne à l'aéroport de Montréal sans croiser un de mes collègues. Mais lorsqu'on parle des grandes troupes, de chacun des spectacles, bien, c'est de très grands groupes qui voyagent. Normalement, toute l'équipe de techniciens vont se rendre sur les lieux du spectacle probablement une semaine avant les artistes pour faire le montage du chapiteau, pour préparer l'accueil des artistes. Par la suite, les artistes vont se rendre sur le lieu de spectacle. Et il y a aussi tout l'équipement qui voyage dans des grands cargos. Souvent, on doit analyser des 747 pour envoyer tout notre équipement. C'est des milliers de tonnes d'équipements qui voyagent partout à travers le monde. Donc, on est présent dans de nombreuses villes, sur différents continents, partout à travers le monde. Et ça, bien, ça veut dire des milliers de déplacements chaque année. Alors, pour moi, l'aéroport, c'est aussi mon deuxième bureau. Ces temps-ci, vous avez certainement entendu parler de sécurité dans les nouvelles. C'est un enjeu récurrent en aviation et pour tous les moyens de transport. Et maintenant, bien sûr, nous nous penchons sur de nouvelles formes de menaces et ce que nous pouvons faire pour les atténuer. Mais au-delà de ce problème, je dirais que le plus grand défi pour l'aviation est de s'adapter à la demande croissante partout dans le monde. Alors que de plus en plus de personnes, en particulier dans les économies émergentes, font partie de la classe moyenne et veulent prendre l'avion. Aujourd'hui, aucun endroit dans le monde ne peut prétendre à une économie vigoureuse sans accès au transport aérien. C'est donc notre devoir, en tant qu'aéroport, de fournir l'infrastructure pour répondre à cette demande. Et cette infrastructure coûte très cher. Nous devons nous assurer d'obtenir les investissements dont nous avons besoin pour répondre à la demande. Les voyageurs d'affaires veulent avoir le moins de tracas possible. Ils veulent voyager rapidement et savent généralement où ils vont. Ils ont vraiment besoin d'une connexion Internet parce qu'ils veulent travailler pendant leur déplacement. Mais ils aiment aussi faire des emplettes et prendre un bon repas. Ils veulent aussi que tout soit propre et bien en ordre. Et ils veulent se rendre à destination. Ceux qui voyagent pour le plaisir, qui sont en vacances ou qui ne voyagent pas souvent, veulent être rassurés. Ils veulent comprendre ce qu'il faut faire. Alors, il faut s'assurer de pouvoir les aider. Il faut avoir des personnes serviables et courtoises pour les orienter. Ils n'ont rien contre le libre service, mais ils veulent être aidés par de vraies personnes quand ils en ont besoin. Et eux aussi aiment faire des emplettes et bien manger. Ils veulent vraiment avoir une expérience agréable. L'aéroport de Montréal coche toutes ces cases. C'est un endroit propre, la connexion Wi-Fi est gratuite et vous n'êtes pas obligé de partager votre biographie pour y avoir accès. Vous savez vraiment que vous êtes à Montréal. Leur magasin offre des produits montréalais. Ils ont du sirop d'érable, c'est en français. On sent au Québec. Les gens sont très gentils et courtois. Alors, vous vous sentez vraiment dans un endroit spécial. Au cours de ses 75 ans d'existence, l'aéroport a toujours répondu aux attentes et aux besoins des voyageurs. Mais depuis quelques années, le paysage dans les zones internationales et transfrontalières s'est considérablement transformé au grand bonheur des globetrotters. On y trouve notamment un spa, une variété de restaurants et des boutiques. Des œuvres d'art sont exposées dans différents secteurs de l'aérogare. Montréal-Trudeau, c'est une ville dans la ville, où l'on ne fait pas que passer. On y vit quelques heures, non pas en attendant l'avion, mais bien en amorçant l'aventure. On voyage en moyenne entre 26 et 30 semaines par année. Et les voyages durent, je dirais, en moyenne de 2 à 4 semaines par pays. Donc, souvent, on fait plusieurs pays dans un même voyage.
Nous, tous les départs, toutes les arrivées sont toujours complexes à cause de la quantité de bagages qu'on a, évidemment. Ici, on n'a pas trop de problèmes. À Montréal, ça va très bien. Mais ailleurs dans le monde, c'est vraiment une problématique qui est constante et qui apporte toujours un stress supplémentaire parce que c'est arrivé souvent où on s'est rendu dans les destinations et l'équipement technique n'a pas suivi. On parle en moyenne de entre 15 et 20 valises de dimension respectable, disons. Donc, évidemment, c'est tout l'aspect bagage en voyage pour nous, c'est quelque chose de très complexe. En fait, le plus long voyage, il est un peu hors norme. On a fait 430 jours en Antarctique sur le voilier, sans retour. Alors, on a été isolés complètement. Là, évidemment, c'est un voyage plutôt particulier. Et ça, c'est là où vraiment les aéroports deviennent un peu comme une seconde maison. Alors, d'où l'importance d'avoir un certain confort et des services qui sont adéquats dans les aéroports. Dès qu'on arrive ici, on entend l'accent du Québec, on a l'impression d'être de retour vraiment à la maison. Alors ça, c'est toujours une référence très chaleureuse. Il y a ceux qui fuient le froid et ceux qui l'apprivoisent. Parmi ces derniers, l'équipe de Montréal-Trudeau est reconnue mondialement pour son expertise en déneigement et en dégivrage. Si vous pensez que pelleter votre entrée est un défi, que diriez-vous de déneiger ça? Quels sont les principaux défis pour l'entretien, surtout l'hiver, d'un aéroport nordique comme Dorval-Trudeau? Le principal défi, c'est de nettoyer la neige dès qu'elle tombe. À partir du moment qu'il y a une quantité de neige minime qui vient sur l'aéroport, on doit sortir nos équipements, aller avec nos employés sur les pistes, puis on doit intervenir tout de suite. Aéroport de Montréal a remporté un prix en 2008 qui a été un hiver exceptionnel. Il est tombé énormément de neige. En quoi est-ce qu'on est innovateur ici à Montréal? Une des choses qui est particulière à Montréal-Trudeau, on a fait concevoir des ultra-camions pour charger 5 fois la quantité d'un camion que vous voyez dans les rues des villes. Donc, on charge cette neige avec des souffleuses qui la chargent environ entre 5 000 à 7 000 tonnes à l'heure. Donc, c'est très, très rapide. Outre la neige, la glace qui se forme sur les avions constitue un véritable défi. On utilise du glycol mélangé à l'eau pour le dégivrage des avions. ADM a investi près de 40 millions de dollars dans la construction d'un centre de dégivrage à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui permet de récupérer le glycol par un système de conduite souterraine. Celui-ci peut alors être réutilisé pour le dégivrage des avions. La neige, les orages, le vent, le ciel propose tout plein d'épreuves. Et c'est également du ciel qu'arrive ce qu'il convient d'appeler le péril aviaire. Alors, M. Molina, quel est le péril aviaire pour un aéroport? Le péril aviaire, c'est le risque que les oiseaux sauvages représentent pour les avions, principalement les moteurs des avions. C'est vraiment un défi qu'on a ici à cet aéroport. On est sur l'île de Montréal, on est bordé d'eau complètement, puis c'est sûr que ça va attirer les oiseaux aquatiques. Les oiseaux aquatiques utilisent le fleuve comme un peu une autoroute pour se déplacer, surtout en migration. Donc les goélands, les canards, les oies, les bernaches, que les gens appellent aussi les outardes, vont utiliser ce couloir-là beaucoup. Donc une des raisons pour qu'on est venu sur l'aéroport ici en 92, en fait, c'était justement pour effaroucher les oiseaux aquatiques, principalement les goélands et les canards. Tous les matins, un peu comme un athlète, on doit peser l'oiseau puis s'assurer qu'il est à un poids de vol, un poids qui est intéressant pour lui. Si l'oiseau est trop gras, est trop lourd, trop pesant, il ne sera pas intéressé à travailler. Mais vous n'avez pas un seul oiseau pour intervenir? Non, sur l'aéroport, on a environ 7 oiseaux qui travaillent sur l'aéroport. Puis on utilise des buses, des faucons et même des aigles pour le travail.
l'aéroport a une liaison presque illicite avec un groupe d'amants passionnés. En 2012, il leur a même offert un cadeau, un parc où ils peuvent nourrir leur passion. Ce sont les veilleurs du parc Jacques de Lesseps. Un veilleur aéroportuaire, avant tout, c'est un passionné de l'aviation. Nous sommes réunis dans notre passion, soit que ce soit la photo, que ce soit la vidéo ou juste simplement observation d'aéronefs. Le beau parc Jacques de Lesseps, c'est un endroit magnifique pour faire l'observation d'aéronefs. Certains de nos membres passent à la retraite, peuvent passer 40 heures par semaine. Et sur ça, on rajoute la responsabilité d'observer, de noter, de signaler tout bris de sécurité ou un danger qui peut se poser sur un aéronef. Si le nom de l'aéroport a changé, si les infrastructures sont devenues plus complexes, si la vie des voyageurs s'est améliorée, il y a une chose qui ne change pas. Je suis convaincu que vous vous êtes souvent posé la question. Pourquoi YUL? YUL. On va régler ça aujourd'hui. Dans les années 30, la multiplication des aéroports dans le monde a rendu ce système d'identification par code essentiel. Le Canada a alors réservé la totalité des codes, commençant par la lettre Y. Dans le cas de Montréal-Trudeau, les deux autres lettres, U et L, correspondent à la fréquence émise par le radiophare situé à Kirkland, près de Dorval. Mon père travaillait à Air Canada, il travaillait pour Air Canada, il travaillait pour la boîte noire. Je m'en suis rendu compte à la fin de sa vie quand ils l'ont fêté et j'ai vu que là, professionnellement, il était très, très respecté. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Donc, nous, quand j'étais petite, mon père pouvait déjà avoir des billets d'avion gratuits pour voyager. Mais il fallait, évidemment, que l'avion ne soit pas plein. Et si un passager arrivait, on était éjecté de l'avion. Donc, c'était à la fois formidable de penser qu'on pouvait le faire, mais en même temps, nous étions des usurpateurs. Moi, j'ai beaucoup pleuré dans les aéroports à regarder des gens qui se quittaient et qui avaient l'air d'être déchirés et qui l'étaient, effectivement. Parce qu'on ne sait pas. Et là, on invente. Moi, je suis romancière. On invente qu'est-ce qui va arriver, où ils s'en vont. Est-ce que, quand ils sont jeunes, est-ce qu'ils viennent de se dire qu'ils vont se quitter définitivement? Enfin, c'est un lieu... et c'est un lieu qui met l'être humain dans une situation qui n'est pas banale. Le transport aérien international relie les villes et les régions du monde. C'est un moteur essentiel pour le développement et la prospérité économique au XXIe siècle. L'aéroport Montréal-Trudeau a permis de relier Montréal au reste du monde depuis le début des années 40. L'aéroport est essentiel pour la capacité et le potentiel aérien de Montréal, que ce soit pour sa production aéronautique, ses opérations ou pour recevoir les organisations les plus éminentes de l'aviation internationale. L'OACI entretient d'excellentes relations avec la ville de Montréal depuis que son siège social s'est établi ici en 1945, quelques années seulement après l'inauguration de l'aéroport de Montréal. Notre décision de nous établir ici avait pour but de nous rapprocher de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, qui a aussi son siège social ici. Plus récemment, deux organisations mondiales très importantes du domaine de l'aviation nous ont rejoints à Montréal, le Conseil international des aéroports et la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne. L'importance de Montréal dans l'industrie aéronautique et les services aériens a augmenté de façon significative au cours des années.
Et il en est de même pour son prestige en tant que centre mondial de l'aviation civile. L'OACI est fier de contribuer à l'ascension de Montréal en tant que capitale mondiale de l'aviation. Nous anticipons un avenir brillant et prospère pour toutes les organisations et les compagnies aériennes qui ont élu domicile dans cette ville ravissante. Ça fait 25 ans déjà, mon Dieu, ça fait presque 26 même. J'arrivais d'Algérie. Quand je suis arrivée à l'aéroport, je suis arrivée, moi, avec mon aîné, ma grande fille, et mon ex-conjoint. J'étais pas très bien préparée. Pourtant, disons qu'on n'a pas toujours les bonnes informations. Et je suis arrivée en souliers. Puis j'ai été accueillie avec un 35 cm de neige. Et le pire, c'est que je suis arrivée dans un état émotionnel élevé et en même temps avoir laissé une bonne partie de ma famille derrière moi n'était pas très facile. Et de m'en aller vers l'inconnu, le total inconnu, donc en pleine nuit, où aller, à qui parler, qui voir, disons que ça n'a pas été très facile. Ma maman est arrivée 6 mois après, au mois de juin. Je suis arrivée au mois de janvier. Et j'avais juste le goût, la capacité de pouvoir dire, est-ce que je peux passer de l'autre côté? Est-ce que je peux juste les tenir dans mes bras 5 minutes? Vous pouvez m'accompagner, monsieur ou madame la douanière? Je veux juste les voir. Je les ai pas vus depuis presque 7 mois. Puis je sais que ma maman était fatiguée, puis elle était âgée, puis pas très en forme. Et puis je me suis résignée. Je suis venue, vous savez, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment tout le temps, puis à chaque fois, je tendais le cou. Et tout d'un coup, je pense que ça a pris, une dizaine de minutes. Il y a un douanier. Vous voyez, j'y pense encore, puis ça me... Ouais. Il avait ma mère sur une chaise roulante et mes 3 enfants. Puis la dernière, elle avait, à ce moment-là, je pense, 4 ans. Et elle tenait une poupée dans la main. Et ce douanier est sorti avec ma mère. Ma mère était avec mon frère, mon demi-frère. Ils avaient gardé mon frère avec tous les papiers. Et il m'a amené ma mère et mes 3 enfants. Je me suis mise à genoux. Et la réaction qu'a eue ma dernière, Amel, elle a figé. Elle serrait son petit toutou, puis elle me regardait en me disant... C'est toi, maman? Ça a pris quelques minutes avant qu'elle ose s'approcher de moi. Et ça a été un moment où la première personne que j'ai embrassée, croyez-le ou non, c'était le douanier. Et ça, ce message, je voulais le passer parce que c'était tellement important pour moi. C'était comme si on venait de me donner... Je pense qu'il n'y avait même pas de millions pour exprimer à quel point c'était vital, fatal pour moi de pouvoir les toucher et de ne pas attendre encore 3 heures. Il a répondu à ce besoin humain. Il m'a dit, profitez, madame, nous comprenons. Et c'est là où j'ai dit, je suis fière d'avoir choisi le Québec. J'ai un attachement particulier pour Dorval, je crois, parce que je l'ai vu grandir. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était de la Malaisie jusqu'au Canada. Du camp de réfugiés jusqu'au Canada. Donc, c'était assez marquant parce qu'on ne comprenait rien du fonctionnement dans l'avion et tout ça, puis de la nourriture. Puis aussi parce que c'était après 4 mois dans le camp où il n'y avait aucun confort. Et là, tout à coup, on arrive dans l'avion avec des petites nourritures, des petits pots. Et donc, on était très, très, très excités dans l'avion. Je pense pas qu'on ait dormi même pendant tout ce vol-là. La beauté de l'aéroport aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment de bons restaurants.
Donc, j'ai plus besoin d'apporter un lunch avant d'arriver. J'ai même hâte d'arriver là pour manger des fois, juste pour me poser. Et bien, avec l'Internet, hyper rapide, hyper facile. Quand j'arrive un peu à l'avance, et j'arrive souvent à l'avance justement pour m'asseoir et puis travailler. C'est l'endroit le plus tranquille, en fait, pour travailler parce que on devient tous anonymes dans un aéroport et Dorval. Non, ça marche plus à Dorval. Je suis venue par rencontrer plein d'amis, puis c'est le party. Vraiment. Des fois, je me retrouve avec un groupe, là, puis on discute comme un club de lecture spontané à l'aéroport. Le côté charmant que j'aime, et c'est pas trop grand. C'est ce que moi, je réfère à une taille humaine. C'est le seul endroit que je connais en Amérique du Nord où les gens ne sont pas, entre guillemets, américains, comme les États-Unis, par exemple. Il y a un rythme, il y a une esthétique, il y a un esprit. On entend les deux langues. Et je veux dire, pas seulement anglais et français, on entend plusieurs langues ici, parce qu'il y a une communauté allemande ici, il y a une communauté chinoise, une communauté japonaise, une communauté italienne, espagnole. Alors, on entend plusieurs langues ici. Ce côté-là, avec le côté actif bilingue, je crois ça fait cet aéroport un peu outstanding, un peu remarquable. La communauté montréalaise, business et aussi la population en général, ils ont créé quelque chose de remarquable. Et c'est-à-dire qu'ils ont construit, dans relativement peu de temps, un des meilleurs salles de concert au monde. La réputation de Maison Symphonique, maintenant, c'est considéré vraiment dans le top 10 concert halls du monde. Égal, même si c'est différent, c'est égal avec Concertgebouw, avec Musique Verein. C'est vraiment amené énormément de prestige pour la ville de Montréal. Et j'aime dire, salle de concert, c'est un point de rencontre. Et ce point de rencontre, c'est la fenêtre de l'âme de la communauté vers le monde extérieur. Mais quand même, on peut faire ça si on utilise cette métaphore de maison avec une fenêtre. Entrer dans la maison, il faut avoir une porte. Et cette porte, évidemment, c'est l'aéroport. So, pour moi, la porte est l'aéroport ou la Havre, une ou l'autre. Et la fenêtre, ça, c'est la salle de concert. Montréal se distingue en Amérique du Nord parce que c'est une grande métropole de langue française. Donc, son aéroport international a ce cachet, cette richesse que la ville apporte à ce continent et doit se distinguer de cette manière. Lorsque les gens arrivent au Canada, arrivent en Amérique du Nord, pour la première fois et atterrissent à Trudeau, ils voient ce côté français. Souvent, ça va les surprendre. Il faut garder cette distinction d'un aéroport d'accueil, d'un aéroport efficace et d'un aéroport qui est différent et unique de tous les autres en Amérique du Nord. Je crois sincèrement, si je retourne un peu dans le temps, je crois que notre aéroport avait presque honte d'être grand. J'avais l'impression que on ne comprenait pas ou on ne voyait pas notre grandeur, vraiment. Et je me disais, je vais dans des petites villes, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui ont un aéroport qui est mieux nanti que le nôtre. Et ma question était tout le temps, mais pourquoi? Et je dois dire que je suis de plus en plus fière. Mais vraiment de plus en plus fière, parce que c'est de plus en plus beau. Ça prend une dimension d'international. Et il va falloir que autant le gouvernement que les organismes, que même les citoyens, nous ayons de plus en plus le goût de faire des affaires et d'amener ici les gens de l'international. Parce que c'est un aéroport qui n'a rien à envier à un autre aéroport. Mais vraiment. Puis il prend vraiment une des allures de grand. Un avion qui décolle ou qui atterrit,
C'est un souvenir qui se crée ou qui se réanime. Un passager qui traverse un aéroport, c'est un rêve qui se matérialise. À Montréal-Trudeau, ce sont 16 millions de rêves qui transitent chaque année.